Louange au Créateur de l'univers, salutations de paix, de vie, de force et de santé à tous. Donc, on reprend la vidéo là où on l'avait laissée. On a préféré la faire en deux parties pour qu'elle ne soit pas trop longue. Dans la première partie, on s'est beaucoup attardé sur la question des Noirs en tant que peuple originel et en tant que peuple de Dieu, vu par le modèle ancien de l'histoire occidentale. Dans celle-ci, il sera entre autres question de prestige, de beauté, mais aussi on verra que l'Afrique autrefois attirait les migrants clandestins occidentaux, mais aussi les esprits les plus brillants de l'Antiquité gréco-latine qui venaient apprendre en Afrique. Mais on va d'abord dire un dernier mot de l'homme noir en tant que peuple originel pour qu'on garde à l'esprit que autrefois les Occidentaux voyaient très bien qu'on est entré dans l'histoire bien avant eux et que l'on a conservé des documents écrits de notre longue et vieille civilisation. Et dès lors, aussi il nous faut dire des anciens Grecs que pour eux, dans leur culture, les Éthiopiens comme étant les hommes les plus pieux et agréables de la divinité remontent jusqu'à Homère, comme on l'a vu. Homère, qui est le père de la littérature grecque, donc occidentale, il est le premier à avoir écrit chez les Grecs. Et Diodore de Sicile insiste pour dire qu'il est le plus aimé de tous, et ce presque 1000 ans plus tard. Et l'image très ancienne des Éthiopiens que Homère a légué aux Grecs et aux Romains est l'image d'un peuple aimé par la divinité. Mais pour qu'on se comprenne, il faut savoir qu'il faut néanmoins ne pas réduire la question ou la perception des traditions des Égyptiens et Éthiopiens à ce qu'on dise les Gréco-Romains, car il faut garder à l'esprit que l'Égypte avait déjà au moins 2200 ans d'histoire avant la naissance d'Homère et bien plus selon leur tradition. Donc c'est pourquoi Hérodote, qui est lui le premier historien grec, donc le premier historien occidental, et qui a vécu seulement 3 ou 4 siècles après Homère, dit que les Égyptiens existent depuis toujours, et il a aussi dit ceci à propos de leur premier roi, donc le premier roi d'Égypte. Il dit: les prêtres me lurent ensuite dans leurs annales les noms des 330 autres rois qui régnèrent après lui, donc après le premier roi égyptien. Hérodote, livre 2, au chapitre 100. Donc 330 pharaons qui ont régné jusqu'à l'époque de Hérodote. Donc selon ce dernier, c'est juste pour vous donner une idée à quel point les Égyptiens étaient anciens et civilisés bien avant Homère. Et Homère est le ou l'un des premiers à avoir écrit en Occident. Et voyons donc maintenant quelle image avait Homère des Éthiopiens. Pour ça, on va écouter la parole qu'il met dans la bouche de Ulysse, qui est le héros de son œuvre l'Odyssée. Il dit: Eurypylos était le plus beau des hommes que j'ai vus après le divin Memnon. Fin de citation. Ça, c'est l'Odyssée dans le chant 11. Pour ceux qui ne le savent pas, ces deux hommes, donc Eurypylos et Memnon, sont des Éthiopiens. Et particulièrement Memnon, dont on reparlera certainement si Dieu veut, qui est le roi des Éthiopiens. Comme on peut voir cela dans Wikipédia, qui dit: Memnon est le fils de Éos, entre parenthèses l'aurore, et de Titon, fils de Laomédon, et dont le neveu de Priam, et donc le neveu de Priam, roi de Troie. Donc vous voyez, on nous dit qu'il est le neveu de Priam, le roi de Troie. Il vient d'Éthiopie. Il était connu à l'époque comme étant le roi des Éthiopiens.
peuple déjà cité par Homère et situé à l'époque archaïque en Afrique et plus précisément au sud de l'Égypte, était appelé Éthiopiens. À l'époque, toutes les personnes ayant la peau noire et qui venaient d'Afrique étaient appelées donc Éthiopiens. Ici, on doit corriger que il y a d'autres Éthiopiens hors d'Afrique, comme le mentionnent largement les Grecs anciens, comme Hérodote, etc. Donc aussi, il est le neveu, donc Memnon est le neveu du roi de Troie, Priam. Donc ça vous laisse une idée de la couleur des Troyens. Mais Hollywood est un blanchisseur professionnel, puisque voilà comment Hollywood nous présente Priam, le roi de Troie, qui est l'oncle de Memnon, le roi des Éthiopiens. Et plus loin, Wikipédia nous dit, en parlant du nombre de fois qu'on mentionne Memnon dans l'Odyssée, il est dit, la deuxième fois, Ulysse fait de Memnon le plus beau des guerriers ayant pris part à la guerre de Troie. Donc, fin de citation. Donc, ainsi, Homère fait dire à Ulysse que Memnon était le plus beau des hommes qu'il a vus. Et donc, cela change étrangement beaucoup du modèle arien de l'histoire, de notamment des philosophes des Lumières ou les auteurs racistes blancs arabisés qui disaient que les Noirs étaient laids, sentaient mauvais, etc., etc. Or, le modèle ancien montre que la bataille de Troie, ou le mythe fondateur de l'Occident, mettant en scène des blancs et des noirs, ce sont les noirs qui sortent les plus beaux, et cela de la bouche du plus ancien auteur grec. Et il nous faut préciser que, cependant, dans la bataille de Troie, il y avait des noirs parmi les Grecs, et pas des moindres. Mais ça aussi, on en reparlera si Dieu veut. Et on se souvient que dans la vidéo sur la beauté de la femme noire, non israélite dans la Bible, on a vu que des anciens textes judaïques du Midrash Tanhuma assimilaient la noirceur à la beauté. C'est là encore probablement une illustration du modèle ancien. Et on sait tous que Cantique des Cantiques dans la Bible fait dire à Salomon que la femme noire qui dialogue avec lui, qui est noire charbon, est la plus belle de toutes les femmes. Donc c'est pas comme si on arrivait avec juste une source ancienne, il y en a bien d'autres. Et si on va maintenant dans le monde romain, il y a le célèbre romain poète Martial qui a vécu au 1er siècle, qui raconte dans un poème qu'une riche femme blanche est amoureuse de lui, mais lui est amoureux d'une femme noire. Peut-être ici un imitateur de Salomon. Donc on le cite, il dit « Procilius, j'ai touché le cœur d'une beauté sensible et tendre, jeune, riche, et dont la fraîcheur de la neige et du lit ternirait la blancheur. Mais quoi, déjà tu cesses de m'entendre? Je te vois changer de couleur, et tu sembles prêt à te prendre. Écoute encore. L'amour dont je subis les lois pour un tout autre objet détermine mon choix. Ses dents sont plus noires qu'ébène, sa peau qui ressemble à la poix, à la suie, au corbeau, ne le cède qu'à peine. Tel est l'objet qui me tient dans ces lacs. Donc fin de citation, Martial dans Épigramme, livre 1, chapitre 115. Ça c'était un Romain. Hérodote, lui, qui est grec et qui est considéré comme le premier historien en Occident, a parlé plusieurs fois de la beauté des Noirs et il dit que ces Africains subsahariens, donc qu'il appelle Éthiopiens, sont les plus beaux et ceux qui vivent le plus longtemps de tous les hommes. On va écouter ce qu'il dit. On dit que les Éthiopiens à qui Cambis envoya cette ambassade sont les plus grands, les plus beaux et ceux qui vivent le plus longtemps de toutes les races
humaine. On répète, on dit que les Éthiopiens à qui Cambis envoya cette ambassade sont les plus grands, les plus beaux et ceux qui vivent le plus longtemps de toutes les races humaines. Ça, c'est Hérodote dans son livre 3 chapitre 20. Et plus loin, il se répète à nouveau, il dit: l'Éthiopie s'étend au couchant de l'Arabie en tirant vers le midi, c'est le dernier des pays habités. Elle produit beaucoup d'or, des éléphants monstrueux, toutes sortes d'arbres sauvages et de l'ébène. Les hommes y sont grands, beaux, bien faits et vivent fort longtemps. Donc Hérodote, livre 3, au chapitre 114. Et donc, dites-moi, quel autre peuple on a tenu ce discours à leur sujet? Donc vous voyez déjà cette perception qu'avaient les anciens Grecs des Noirs, de leur beauté, de l'estime. On nous dit qu'ils vivaient longtemps. Regardez aujourd'hui l'espérance de vie en Afrique noire. Catastrophique. Donc c'est encore le monde à l'envers. On est passé du meilleur au pire dans tous les niveaux. Donc, et maintenant, on repart en fait chez les Romains. Cette fois maintenant pour montrer à quel point les Noirs furent prestigieux dans l'Antiquité. Dion Cassius nous raconte que lorsque l'empereur romain Néron a voulu accueillir à Rome un chef arménien avec les plus grands honneurs, avec les plus grands honneurs, le stade était rempli de Noirs, hommes, femmes et enfants. Donc on va le lire et dit: Néron, admirant cette action de Tiridate, lui fit un accueil favorable et donna à son honneur un combat de gladiateurs à Pouteléos. Ce fut Patrobius, son affranchi, qui eut le règlement de ces jeux. Il déploya tant de magnificence et dépensa tant que pendant tout un jour, on ne vit paraître sur le théâtre que des hommes, des femmes et des enfants d'Éthiopie. On dit qu'il déploya tant de magnificence et dépensa tant que pendant tout un jour on ne vit paraître sur le théâtre que des hommes, des femmes et des enfants d'Éthiopie. Fin de citation, Dion Cassius, livre 63 au chapitre 3. Ici, on a lié la magnificence et le fait de faire des grosses dépenses à la présence des Noirs. Donc cela peut s'expliquer par le fait que, à cette époque, les plus grands empires noirs qu'étaient l'Égypte, la Syrie, la Perse, Babylone, etc., s'étaient tous effondrés. Mais comme dans la Bible, après la chute de Juda, l'élite intellectuelle a été déportée à Babylone, comme Daniel avec ses compagnons, etc. Et les rois envahisseurs aimaient être à leur côté. Ainsi ces Éthiopiens, à Rome, avec leurs compétences aussi, qui se sont retrouvés donc là-bas et partout ailleurs, étaient vus un peu comme Daniel, etc. C'était une élite compétente. Donc cette migration devait être qualifiée sur le plan militaire, architectural, artistique, dans la médecine, dans la religion, les services, la cuisine, etc. Donc à cette époque, la présence des Noirs africains était prestigieuse à tous les niveaux. C'était pas comme aujourd'hui où on fait venir une main-d'œuvre noire pas chère pour les emplois les plus difficiles et sous-payés. Donc là au contraire, c'était plutôt comme avec les savants nazis après la Deuxième Guerre mondiale ou encore les scientifiques soviétiques après la chute du mur de Berlin. Donc il faut dire que ces savants-là étaient très qualifiés, par exemple les soviétiques en matière nucléaire, les nazis pour tout ce qui est fusée. On sait que von Braun a piloté tous les programmes Apollo de la NASA, donc c'était un ancien nazi.
Et bref, simplement pour dire que les Noirs, après la chute de leur empire, se trouvaient dans la même situation. Et il faut dire que les Romains n'ont jamais été une grande nation puissante à l'époque de l'Égypte pharaonique ou des autres grands empires noirs. Mais forcément, ils ont dû lire les récits de Homère, Hérodote, Diodore de Sicile, etc. Donc on peut aisément les comprendre. Et d'ailleurs, bien avant eux, les Grecs aussi, après avoir pris le contrôle de l'Égypte, aimaient déjà se faire voir en compagnie d'un noir en Grèce. Donc Théophraste, qui est philosophe grec du IIIe siècle, avant l'ère chrétienne, a écrit un livre sur les caractères. Donc dans son livre, en fait, il décrit les différents caractères tels que celui du fourbe, du flatteur, le moulin à parole, la fripouille, le malotru, le casse-pied, le mêle-tout, l'étourdi. Bref, il y a plein de caractères différents qu'il désigne. Et le 21e caractère est celui du faiseur. Ça veut dire quelqu'un qui veut se faire passer pour quelqu'un d'important alors que il n'en a pas vraiment les moyens. D'ailleurs, un peu comme beaucoup de sapeurs de nos jours ou des musiciens qui s'affichent dans des yachts, des voitures de luxe, le temps d'un clip, alors que dans la vraie vie, cela n'a rien à voir. Donc c'est ça un faiseur, et on va lire ce que dit Théophraste du faiseur. Il dit: ce type d'ambition apparaîtra comme un vil appétit d'honneur, et le faiseur est du genre que voici. Est-il prié à dîner, il s'empresse de s'installer aux côtés de son hôte lui-même. Pour faire couper les cheveux à son fils, il le conduit à Delphes et veille à avoir dans sa suite un Éthiopien. Donc fin de citation, Théophraste, les caractères. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas Delphes, c'est tout simplement l'équivalent gréco-romain de Jérusalem ou de la Mecque. C'est là-bas où les anciens peuples grecs, romains, etc. convergeaient, allaient, notamment pour avoir des prophéties, etc. Et comme vous l'avez vu ici, celui qui voulait se donner de l'importance veillait à aller à Delphes et être accompagné ou être vu en compagnie d'un noir. Donc comme on l'a dit, c'est parce qu'il connaissait le passé glorieux du peuple originel et ses grandes compétences, en se souvenant que autrefois, c'était les peuples européens qui cherchaient à venir clandestinement en Égypte à cause du sous-développement en Europe. Et pour ça, écoutez ce que dit Strabon, qui est un géographe qui a vécu en fait il y a 2000 ans, au moment où les Gréco-latins dominaient déjà l'Égypte. Et écoutez donc la facilité avec laquelle il en parle. Il dit: les anciens rois d'Égypte, contents de ce qu'ils possédaient, croyaient n'avoir aucun besoin des importations du commerce. Aujourd'hui, nous en Afrique, on ne vit presque que des importations. Donc on répète, il dit: les anciens rois d'Égypte, contents de ce qu'ils possédaient, croyaient n'avoir aucun besoin des importations du commerce. Aussi voyaient-ils de très mauvais œil les peuples navigateurs, les Grecs surtout, lesquels du reste n'étaient encore qu'une nation de pirates réduits à convoiter le bien d'autrui. Du reste n'était encore qu'une nation de pirates réduits à convoiter le bien d'autrui. Aujourd'hui, c'est nous, les Africains, qui convoitons l'Europe, son développement, etc. Autrefois, c'était l'inverse. Il dit: faute de terre suffisante pour les nourrir. Donc, ils n'avaient même pas de quoi se nourrir, les Grecs. Et par leur ordre, il avait été placé une garde sur ce point de la côte avec mission de repousser par la force toute tentative de débarquement. Donc ça, c'est Strabon dans Géographie.
livre 17 qui est consacré à l'Égypte et à l'Éthiopie. Donc, chers frères et sœurs, quand vous lisez cela et que vous regardez par rapport à aujourd'hui, on peut simplement dire que c'est le monde à l'envers. Aujourd'hui, c'est nous qui cherchons à débarquer clandestinement chez les Occidentaux. Mais que peut-on attendre de plus puisque nous sommes devenus des adorateurs de leur divinité étrangère. Forcément, on devient leur serviteur. Nous, on n'a plus rien chez nous. On va maintenant chez eux. On essaie de débarquer. Bref. Donc, après avoir vu que autrefois, les migrants clandestins venaient d'Europe pour entrer en Afrique, il faut aussi voir que il en était de même pour ce qui est de l'apprentissage des sciences, des arts, etc. Donc là, pour ça, on va lire un extrait de Diodore de Sicile qui dit « Après nous être étendus sur ces divers sujets, nous dirons un mot des Grecs qui, célébrés pour leur sagesse et leur lumière, » vous voyez le terme lumière, comme les soi-disant philosophes des Lumières, ont autrefois voyagé en Égypte afin de s'instruire dans les lois et la science de cette nation. Et la science de cette nation. Donc les Grecs sont venus pour s'instruire non seulement dans les lois, mais aussi dans la science de notre nation, de nos nations, de l'Égypte. On nous dit, les prêtres égyptiens affirment sur la foi des livres sacrés qu'on a vu chez eux Orphée, Musée, Mélampe, Dédale, ensuite le poète Homère. Donc ici on s'arrête un instant pour dire que Orphée, Musée, Mélampe, Dédale, ce sont des gens de la mythologie grecque. Donc ce ne sont pas vraiment des personnes attestées en tant que telles. Donc pour ça il faudrait, comme dit Diodore de Sicile, affirmer sur la foi des livres sacrés qu'ils ont vu chez eux Orphée, Musée, Mélampe, Dédale, ensuite le poète Homère. Là maintenant ce sont des personnes connues et ont existé. Le poète Homère, donc celui qui est le plus ancien de l'histoire occidentale à avoir écrit, le père de la littérature occidentale. Lycurgue, le Spartiate. Lycurgue aussi est très connu, je ne sais pas si même je prononce bien son nom. Solon d'Athènes, le soi-disant père de la démocratie. Platon, le philosophe. Enfin Pythagore, dont on connaît tous le théorème. Pythagore de Samos. Eudoxe, le mathématicien. Démocrite d'Abdère. Onéopide de Thio, de Chio, etc. Donc, de Chio, pour prouver que ces hommes ont voyagé en Égypte, ils montrent soit des portraits, soit des lieux et des édifices portant leur nom. Vous voyez, un peu comme dans les universités aujourd'hui, on a des pavillons qui portent les noms d'anciens étudiants ou des gens qui ont fait des dons, etc., etc. Donc en Égypte aussi, ils avaient laissé des traces, semble-t-il. Et on nous dit maintenant à propos des Égyptiens, chacun est jaloux de montrer que tous ces sages qui font l'admiration des Grecs ont emprunté leur connaissance aux Égyptiens. Donc on répète, il dit que les Égyptiens, chacun est jaloux de montrer que tous ces sages qui ont fait l'admiration des Grecs ont emprunté leur connaissance aux Égyptiens. Donc vous voyez, toutes ces connaissances, Pythagore, Archimède, je ne sais qui, celui qui a étudié la médecine, là, Hippocrate, etc. Tous ont appris leur connaissance. Leurs connaissances, pour la plupart des anciens Grecs, viennent de l'Égypte. Et il faut dire que même la liste ici n'est pas exhaustive. Parce qu'on ne cite pas, par exemple, les gens comme Aristote, ou encore Thalès qui a d'ailleurs conseillé à Pythagore, qui à seulement l'âge de 18 ans était pratiquement vénéré comme une divinité en Grèce à cause de sa sagesse. Donc il est allé voir Thalès qui était vieux, et Thalès lui a dit, tu as tout appris ici en Grèce,
là où moi j'ai appris la connaissance, or on connaît bien le théorème de Thalès aussi, il a dit c'est en Égypte, c'est là-bas que les plus grands sages. Va là-bas. Et donc Pythagore a voyagé en Égypte, il a passé 22 ans à étudier en Égypte, dans les temples, dans les maisons de vie. Et pourtant, même en 22 ans, il n'avait pas fini, il n'avait pas fait le tour de tous les enseignements de l'Égypte. Donc du coup, il était encore là après 22 ans, mais c'est seulement lorsque les Babyloniens ont envahi l'Égypte, comme on a dit, ils ont pris, comme dans la Bible avec Daniel, etc., lorsqu'ils ont envahi Juda, ils ont pris toute l'élite intellectuelle des Égyptiens et les ont emportés à Babylone. Et c'est là-bas que Pythagore s'est retrouvé. Et là-bas aussi, il a rencontré d'autres savants. Il a continué à apprendre encore plusieurs années avant de retourner en Grèce et de devenir donc le grand Pythagore, etc. Donc c'est ce que nous raconte entre autres la vie de Pythagore de Jamblique. Donc vous voyez que en Égypte, il y avait de la connaissance. Pour passer 22 ans à étudier, eh ben, c'est plus qu'un doctorat. Il y avait tellement de connaissances. Et comme on a dit, cette liste-là que Diodore de Sicile cite n'est pas exhaustif. On peut ajouter encore plein de noms. Et si Dieu veut, on fera toute une vidéo à ce sujet-là, car il y a beaucoup à dire et d'autres sources à consulter. Mais, et dire que aujourd'hui, les Africains bavent presque devant les universités comme Harvard, Oxford, Cambridge, London Business School, etc., alors que nos maisons de vie, nos temples autrefois renfermaient la vraie connaissance. On a accueilli des peuples, on les a enseignés pour qu'aujourd'hui, comme dans la religion, dans la spiritualité et dans beaucoup d'autres choses, ils disent que vous les Noirs, vous n'êtes pas entrés dans l'histoire, que vous êtes incapables de vous développer tout seul, etc., etc. Ça, c'est le modèle arien de l'histoire, comme dirait Martin Bernal, alors que les anciens occidentaux, à qui les occidentaux actuels s'identifient, à qui ils identifient leur culture, n'ont cessé de dire que ils ont presque tout appris des Noirs, particulièrement des Égyptiens. Ces mêmes Égyptiens qui, toujours de la bouche de ces Occidentaux anciens, sont originaires d'Éthiopie, le nom ancien donné particulièrement à l'Afrique subsaharienne, donc l'Afrique noire d'aujourd'hui. Donc, ce qui vient de l'Égypte vient d'abord de cette Éthiopie, qui est plus au sud, et cela, n'importe qui le remarque, même les gens de l'époque raciste, où le racisme était ouvert, lorsqu'ils examinent donc les textes du modèle ancien, les Grecs, etc., ou même la Bible, donc même les racistes de l'époque des Lumières, etc., voyaient cela. Et justement, il y a un certain Élisée Reclus qui est mort en 1830, qui est un des grands siècles donc du racisme ouvert envers les Noirs, cherchait justement à remettre en fait en question ce que dit le modèle ancien, et on va lire un extrait de son livre intitulé L'homme et la terre. Il dit: les Grecs d'abord, puis les auteurs qui avaient reçu leur enseignement, fondés sur la réalité des choses ou contraires à elles, donc vous voyez, il essaye de remettre en question, soit c'était basé sur une réalité ou peut-être pas, affirmèrent que les irréprochables Éthiopiens, donc il reprend ici le terme de Homère, donc le plus ancien écrivain occidental, les irréprochables Éthiopiens avaient été certainement les premiers éducateurs des peuples d'Égypte. Donc on répète, les Grecs d'abord, puis les auteurs qui avaient reçu leur enseignement, fondés sur la réalité des choses ou contraires à elles, affirmèrent que les irréprochables Éthiopiens, donc l'Afrique subsaharienne, avaient été certainement les premiers éducateurs des peuples d'Égypte. Il se peut que cette idée des écrivains antiques ait été partiellement vraie,
mais il est possible aussi qu'elle soit fausse. Donc vous voyez comment il remet en question. Donc ça c'est Élisée Reclus, L'homme et la terre, livre 2. Donc comme on a vu, c'est un homme qui est mort il y a près de 200 ans. Lui, il voyait clairement à la lumière des textes grecs anciens que le savoir s'était transmis de l'Éthiopie à l'Égypte, puis aux Grecs, Romains, etc. Mais si vous lisez ce qui précède ce passage de son livre et ce qui vient ensuite, eh bien on se rend compte qu'il semble chercher à délocaliser en fait l'origine de ce savoir égyptien hors de l'Afrique. Donc là, on est bien dans un siècle raciste. Et c'est ainsi que a été façonné donc tout le modèle arien raciste de l'histoire, et particulièrement depuis la Renaissance et au XIXe siècle, en passant par le soi-disant siècle des Lumières. Donc il lisait la Bible, les textes gréco-latins, etc. Il voyait des Noirs partout qui étaient civilisés et admirés. Alors ils ont commencé à tout contester. Et avec pour arme principale la soi-disant science moderne qui était à leur service, mais qui est tout aussi idéologique que le racisme sur beaucoup de sujets et totalement subjectif. Mais qu'importe, puisque de toute façon le modèle ancien en Occident reconnaît que ce savoir vient de l'Afrique noire. C'est pourquoi on va terminer cette vidéo par citer Diodore de Sicile, qui, on le répète, est un des plus grands historiens antiques en Occident et qui dit: les Éthiopiens disent que les Égyptiens descendent d'une de leurs colonies qui fut conduite en Égypte par Osiris. Un peu plus bas, il ajoute: ils disent en outre que la plupart des coutumes égyptiennes sont d'origine éthiopienne, en tant que les colonies conservent les traditions de la métropole. Donc fin de citation. Donc voilà, on va s'arrêter ici. Il y a encore beaucoup à dire à ce sujet, mais on va faire une pause et revenir sur d'autres sujets plus importants. Mais il était bon de souligner tout ceci en complément de la série de vidéos sur le racisme spirituel, où on a vu un tout autre discours contre les Noirs. Et il fallait donc faire une petite restauration des faits afin que le peuple originel se souvienne de qui il était, même de la bouche de ceux qui le dominent aujourd'hui et qui ont changé de discours, qui sont passés du modèle ancien au modèle arien. Donc cette vidéo s'achève. Paix, vie, force et santé en salutation. À propos de leur premier roi, donc le premier roi d'Égypte, il dit: les prêtres me lurent ensuite dans leurs annales les noms des 330 autres rois qui régnèrent après lui, donc après le premier roi égyptien. Hérodote, livre 2, au chapitre 100. Donc 330 pharaons qui ont régné jusqu'à l'époque de Hérodote. Donc selon ce dernier, c'est juste pour vous donner une idée à quel point les Égyptiens étaient anciens et civilisés bien avant Homère. Et Homère est le ou l'un des premiers à avoir écrit en Occident. Et voyons donc maintenant quelle image avait Homère des Éthiopiens. Pour ça, on va écouter la parole qu'il met dans la bouche de Ulysse, qui est le héros de son œuvre l'Odyssée. Il dit: Eurypylos était le plus beau des hommes que j'ai vus après le divin Memnon. Fin de citation. Ça, c'est l'Odyssée dans le chant 11. Pour ceux qui ne le savent pas, ces deux hommes, donc Eurypylos et Memnon, sont des Éthiopiens. Et particulièrement Memnon, dont on reparlera certainement si Dieu veut, qui est le roi des Éthiopiens.
Comme on peut voir cela dans Wikipédia qui dit Memnon est le fils de Éos, entre parenthèses l'aurore, et de Titon, fils de Laomédon, et dont le neveu de Priam, et donc le neveu de Priam, roi de Troie. Donc vous voyez, on nous dit qu'il est le neveu de Priam, le roi de Troie. Il vient d'Éthiopie. Il était connu à l'époque comme étant le roi des Éthiopiens, peuple déjà cité par Homère et situé à l'époque archaïque en Afrique et plus précisément au sud de l'Égypte, était appelé Éthiopien. À l'époque, toutes les personnes ayant la peau noire et qui venaient d'Afrique étaient appelées donc Éthiopiens. Ici, on doit corriger que il y a d'autres Éthiopiens hors d'Afrique, comme le mentionnent largement les Grecs anciens, comme Hérodote, etc. Donc aussi, il est le neveu, donc Memnon est le neveu du roi de Troie, Priam. Donc ça vous laisse une idée de la couleur des Troyens. Mais Hollywood est un blanchisseur professionnel, puisque voilà comment Hollywood nous présente Priam. Écoute encore. L'amour dont je subis les lois pour un tout autre objet détermine mon choix. Ses dents sont plus noires qu'ébène, sa peau qui ressemble à la poix, à la suie, au corbeau, ne le cède qu'à peine. Tel est l'objet qui me tient dans ces lacs. Donc fin de citation, Martial dans Épigramme, livre 1, chapitre 115. Ça c'était un Romain. Hérodote, lui, qui est grec et qui est considéré comme le premier historien en Occident, a parlé plusieurs fois de la beauté des Noirs et il dit que ces Africains subsahariens, donc qu'il appelle Éthiopiens, sont les plus beaux et ceux qui vivent le plus longtemps de tous les hommes. On va écouter ce qu'il dit. On dit que les Éthiopiens à qui Cambis envoya cette ambassade sont les plus grands, les plus beaux et ceux qui vivent le plus longtemps de toutes les races humaines. On répète, on dit que les Éthiopiens à qui Cambis envoya cette ambassade sont les plus grands, les plus beaux et ceux qui vivent le plus longtemps de toutes les races humaines. Ça c'est Hérodote dans son livre 3 chapitre 20. Et plus loin, il se répète à nouveau, il dit « L'Éthiopie s'étend au couchant de l'Arabie en tirant vers le midi, c'est le dernier des pays habités. Elle produit beaucoup d'or, des éléphants monstrueux, toutes sortes d'arbres sauvages et de l'ébène. Les hommes y sont grands, beaux, bien faits et vivent fort longtemps. » Donc Hérodote, livre 3, au chapitre 114. Et donc, dites-moi, quel autre peuple on a tenu ce discours à leur sujet? Donc vous voyez déjà cette perception qu'avaient les anciens Grecs des Noirs, de leur beauté, de l'estime. On nous dit qu'ils vivaient longtemps. Regardez aujourd'hui l'espérance de vie en Afrique noire. Catastrophique. Donc c'est encore le monde à l'envers. On est passé du meilleur au pire dans tous les niveaux. Donc, et maintenant, on repart en fait chez les Romains. Cette fois maintenant pour montrer à quel point les Noirs furent prestigieux dans l'Antiquité. Louange au Créateur de l'univers, salutations de paix, de vie, de force et de santé à tous. Donc, on reprend la vidéo là où on l'avait laissée. On a préféré la faire en deux parties pour qu'elle ne soit pas trop longue. Dans la première partie, on s'est beaucoup attardé sur la question des Noirs en tant que peuple originel et en tant que peuple de Dieu, vu par le modèle ancien de l'histoire occidentale. Dans celle-ci, il sera entre autres question de prestige, de beauté, mais aussi on verra que l'Afrique autrefois
attirer les migrants clandestins occidentaux, mais aussi les esprits les plus brillants de l'Antiquité gréco-latine qui venaient apprendre en Afrique. Mais on va d'abord dire un dernier mot de l'homme noir en tant que peuple originel pour qu'on garde à l'esprit que autrefois les Occidentaux voyaient très bien qu'on est entré dans l'histoire bien avant eux et que l'on a conservé des documents écrits de notre longue et vieille civilisation. Et dès lors, aussi il nous faut dire des anciens Grecs que pour eux, dans leur culture, les Éthiopiens comme étant les hommes les plus pieux et agréables de la divinité remontent jusqu'à Homère comme on l'a vu. Homère qui est le père de la littérature grecque, donc occidentale, il est le premier à avoir écrit chez les Grecs. Et Diodore de Sicile insiste pour dire qu'il est le plus aimé de tous, et ce presque 1000 ans plus tard. Et l'image très ancienne des Éthiopiens que Homère a léguée aux Grecs et aux Romains est l'image d'un peuple aimé par la divinité. Mais pour qu'on se comprenne, il faut savoir qu'il faut néanmoins ne pas réduire la question ou la perception des traditions des Égyptiens et Éthiopiens à ce qu'on dise les Gréco-Romains, car il faut garder à l'esprit que l'Égypte avait déjà au moins 2200 ans d'histoire avant la naissance d'Homère et bien plus selon leur tradition. Donc c'est pourquoi Hérodote, qui est lui le premier historien grec, donc le premier historien occidental, et qui a vécu seulement 3 ou 4 siècles après Homère, dit que les Égyptiens existent depuis toujours, et il a aussi dit ceci. Dion Cassius nous raconte que lorsque l'empereur romain Néron a voulu accueillir à Rome un chef arménien avec les plus grands honneurs, le stade était rempli de noirs, hommes, femmes et enfants. Donc on va le lire et dit: Néron, admirant cette action de Tiridate, lui fit un accueil favorable et donna à son honneur un combat de gladiateurs à Pouteléos. Ce fut Patrobius, son affranchi, qui eut le règlement de ces jeux. Il déploya tant de magnificence et dépensa tant que pendant tout un jour, on ne vit paraître sur le théâtre que des hommes, des femmes et des enfants d'Éthiopie. On dit qu'il déploya tant de magnificence et dépensa tant que pendant tout un jour on ne vit paraître sur le théâtre que des hommes, des femmes et des enfants d'Éthiopie. Fin de citation, Dion Cassius, livre 63 au chapitre 3. Ici, on a lié la magnificence et le fait de faire des grosses dépenses à la présence des Noirs. Donc cela peut s'expliquer par le fait que, à cette époque, les plus grands empires noirs qu'étaient l'Égypte, la Syrie, la Perse, Babylone, etc., s'étaient tous effondrés. Mais comme dans la Bible, après la chute de Juda, l'élite intellectuelle a été déportée à Babylone, comme Daniel avec ses compagnons, etc. Et les rois envahisseurs aimaient être à leur côté. Ainsi ces Éthiopiens, à Rome, avec leurs compétences aussi, qui se sont retrouvés donc là-bas et partout ailleurs, étaient vus un peu comme Daniel, etc. C'était une élite compétente. Donc cette migration devait être qualifiée sur le plan militaire, architectural, artistique, dans la médecine, dans la religion, les services, la cuisine, etc. Donc à cette époque, la présence des Noirs africains était prestigieuse à tous les niveaux. C'était pas comme aujourd'hui où on fait venir une main-d'œuvre noire pas chère pour les emplois les plus difficiles et sous-payés. Donc là, au contraire, c'était plutôt comme avec les savants nazis après la Deuxième Guerre mondiale ou encore
les scientifiques soviétiques après la chute du mur de Berlin. Donc il faut dire que ces savants-là étaient très qualifiés. Le roi de Troie, qui est l'oncle de même nom, le roi des Éthiopiens. Et plus loin, Wikipédia nous dit, en parlant du nombre de fois qu'on mentionne le même nom dans l'Odyssée, il est dit, la deuxième fois, Ulysse fait de même nom le plus beau des guerriers ayant pris part à la guerre de Troie. Donc, fin de citation. Donc, ainsi, Homère fait dire à Ulysse que Memnon était le plus beau des hommes qu'il a vus. Et donc, cela change étrangement beaucoup du modèle arien de l'histoire, de notamment des philosophes des Lumières ou les auteurs racistes blancs arabisés qui disaient que les Noirs étaient laids, sentaient mauvais, etc., etc. Or, le modèle ancien montre que la bataille de Troie, ou le mythe fondateur de l'Occident, mettant en scène des blancs et des noirs, ce sont les noirs qui sortent les plus beaux, et cela de la bouche du plus ancien auteur grec. Et il nous faut préciser que, cependant, dans la bataille de Troie, il y avait des noirs parmi les Grecs, et pas des moindres. Mais ça aussi, on en reparlera si Dieu veut. Et on se souvient que dans la vidéo sur la beauté de la femme noire, non israélite dans la Bible, on a vu que des anciens textes judaïques du Midrash Tanhuma assimilaient la noirceur à la beauté. C'est là encore probablement une illustration du modèle ancien. Et on sait tous que Cantique des Cantiques dans la Bible fait dire à Salomon que la femme noire qui dialogue avec lui, qui est noire charbon, est la plus belle de toutes les femmes. Donc c'est pas comme si on arrivait avec juste une source ancienne, il y en a bien d'autres. Et si on va maintenant dans le monde romain, il y a le célèbre romain poète Martial qui a vécu au 1er siècle, qui raconte dans un poème qu'une riche femme blanche est amoureuse de lui, mais lui est amoureux d'une femme noire. Peut-être ici un imitateur de Salomon. Donc on le cite, il dit « Procilius, j'ai touché le cœur d'une beauté sensible et tendre, jeune, riche, et dont la fraîcheur de la neige et du lit ternirait la blancheur. Mais quoi, déjà tu cesses de m'entendre? Je te vois changer de couleur, et tu sembles prêt à te prendre.